merci à tous et à toutes et puis bonjour. Alors pour ceux qui nous rejoignent en cours de session, bienvenue sur cet événement. On va passer, on va dire, quelques minutes ensemble pour discuter, d'un sujet qui me semble être, plus qu'important, ces derniers mois, ces dernières années et voire pour les mois futurs. C'est la sécurité, hein, tout simplement, donc la sécurité du cloud public. Avant toute chose, je vais me présenter. Moi, je suis Rémi Bovy, donc je suis responsable d'agence pour la société Med6 sur Aix-en-Provence. J'ai une double casquette. Je suis surtout cloud architecte Azure depuis quelques années maintenant, et aussi donc Microsoft MVP depuis aussi quelques années. Voilà, donc ces quelques années moi d'expérience dans l'IT, dans le monde du cloud public, et puis surtout aussi dans le monde de la sécurité, m'ont permis effectivement de ressortir, on va dire, des bonnes, des mauvaises pratiques autour de la sécurité du cloud public. Et donc le but de la session aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu, et j'ai réussi à concaténer un top 10 des choses à ne pas faire pour sécuriser son cloud public. Voilà. En l'occurrence, on va parler d'Azure. C'est pas le seul sujet. Voilà, hein, vous pourrez sûrement retranscrire ce que je vais vous dire sur d'autres cloud providers. Voilà, mais les liens et un petit peu les échanges que j'ai sont plutôt basés sur mon expérience autour d'Azure. Voilà. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de cet événement qui nous permettent de prendre la parole un petit peu pendant cette période de pandémie. On aurait préféré tous un événement en live, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Alors avant toute chose, on va prendre juste une petite minute, je vais juste vous présenter qui est Med6 et qu'est-ce qu'on fait. De manière très rapide, Med6 c'est une ESN, hein, on est pure player Microsoft, donc on couvre l'ensemble du territoire français avec nos différentes agences et puis surtout l'ensemble des compétences autour des technologies Microsoft. Avec moi pour ma partie, un gros focus sur la partie cloud public et la partie Azure. Voilà, donc là, on reprend effectivement à peu près toutes les accréditations et toutes les niveaux, on va dire, de compétences que nous disposons sur la partie Microsoft. Donc effectivement, c'est plutôt global. On a passé cette année 2 spécialisations avancées Microsoft, bien particulières sur la partie effectivement modernisation des applications Microsoft Azure et sur toute la partie effectivement migration Windows et SQL. Et dans ces certifications-là, effectivement, la partie sécurité est au cœur de toutes les préoccupations. Med6, c'est aussi effectivement une grosse expertise, donc avec des personnes fortement impliquées, donc 2 regional directors Microsoft, 4 MVP sur des sujets divers et variés, dont Azure, la sécurité, et des certifiés de traîneurs, donc voilà, qui sont là pour accompagner effectivement nos différents clients sur leur montée en compétences autour du cloud public et des autres technologies Microsoft. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Avant de vous révéler mon top 10 des mauvaises pratiques ou des choses à ne pas faire côté Azure, on va juste refaire un petit tour d'horizon très rapide, basé sur mon retour d'expérience, d'accord, de ces dernières années. Sur les 3 dernières années, on a opéré plus de 15 projets de move to cloud. Alors move to cloud global, donc du on-prem vers Azure, donc soit complet, soit partiel en mode hybridation. Donc vous imaginez bien que ces 15 projets sont des projets relativement massifs, dans lesquels on a pu voir énormément de choses au niveau de la sécurité, d'accord? Donc effectivement, on capitalise sur un référentiel de bonnes pratiques surtout, mais forcément, il y a aussi des mauvaises pratiques, d'accord? Et on va dire que c'est même la majorité des cas sur lesquels, quand on arrive chez un client, effectivement, on constate qu'il y a des déficiences au niveau de la sécurité, ce qui nous permet, nous aussi, de nous améliorer, de nous faire grandir. Et donc, le but de la session aujourd'hui, c'est de vous faire un petit partage. Alors, c'est non exhaustif forcément, il y a tellement de sujets à voir et en 1 heure, ça rentrerait pas. Mais de ce qu'il faut pas faire ou plutôt ce qu'il faudrait faire et mettre en place pour améliorer sa sécurité. Donc, pour améliorer sa sécurité, d'accord, on part d'un constat, souvent on est un petit peu bas, on n'est peut-être pas optimum. Donc, pour faire grandir et augmenter sa sécurité, il y a forcément de la technique à mettre en place, d'accord, c'est immuable, on a des outils, il y a des services côté Azure qui permettent effectivement de renforcer sa sécurité, mais sans gouvernance et sans process associé, entre guillemets, la technique ne servirait strictement à rien. Et on est bien souvent sur un constat qui est que la technique, ça représente entre 30 et 40 de la charge d'une sécurisation d'un SI, là où la gouvernance et les process, eux, vont être
plutôt aux alentours des 60. Donc on voit que toute la partie gouvernance et process est, ultra importante et vous verrez qu'au fur et à mesure des 10 pratiques que je vais donner, effectivement la gouvernance sera au centre du sujet. Petit focus très rapide, j'aime bien repartir des bases, d'accord? Et réexpliquer, de quoi on va parler. Déjà, c'est quoi Azure? Alors, je pense qu'il y en a certains qui doivent déjà connaître, voire même le pratiquer, voire même l'utiliser. Azure, c'est la plateforme cloud, de Microsoft, une des plateformes cloud, hein, il y a Office 365 aussi pour la partie, collaborative. Mais Azure, c'est la partie, on va dire, plus dev et infra, voilà. C'est un ensemble complet de services qui est décliné en 3 catégories, hein, infrastructure IaaS, du PaaS, la plateforme as a service et du SaaS full, pur et dur. Donc, la partie SaaS, c'est un petit peu le Netflix. En gros, vous payez, vous consommez et vous vous souciez un petit peu moins des choses, qu'il y a autour. Le cloud de Microsoft, et côté Azure, c'est 160 centres de données dans le monde, d'accord? Donc c'est relativement large. Donc 4 en France, d'accord? Donc 3 en région parisienne et un centre de données sur Marseille. Ces 4 centres de données sont certifiés HDS, d'accord? Donc ils ont l'accréditation pour héberger de la donnée de santé. Heu, Cette couverture, on va dire géographique, donne effectivement de la haute dispo, une faible latence, puisqu'on est plus proche de nos clients, sur le territoire français et forcément une grosse scalabilité, une évolutivité, des services, qu'offre le cloud public, d'accord? Un petit constat, et ça c'est un retour plutôt de notre côté, Azure c'est le, cloud public numéro 1 chez nos clients à l'heure actuelle, d'accord? Donc on a environ 70 de nos clients, et donc on part sur une base de 300 clients, d'accord, qui disposent d'une souscription Azure, donc d'un abonnement. Ils peuvent consommer de l'Azure à l'intérieur et 40 qui l'utilisent pour de la production. Voilà, réellement, c'est pas entre guillemets, du cloud public pour s'amuser. C'est de la vraie production, d'accord? Derrière, il y a du business qui tourne, il y a de la sécurité qui doit tourner, il y a de la disponibilité qui doit tourner. Azure, c'est un catalogue natif de plus de 200 produits, d'accord, de services, tout un tas de solutions, on va dire, partenaires et certifiés qui tournent autour de ça. Ça peut être des appliances, ça peut être effectivement du firewalling, ça peut être des solutions de sécurité tierces aussi, voilà. Donc dans les 200 offres, on va pas les voir, c'est pas intéressant entre guillemets aujourd'hui. Il y a forcément tout un tas d'offres, autour de la cybersécurité, autour de la sécurité, autour de la compliance, dans la plateforme Azure directement, nativement. Et quand ce sera l'occasion, je vous positionnerai ces produits-là en adéquation avec les différents points que je vais vous présenter. Un petit focus ultra important, alors je vais pas remettre entre guillemets «de l'huile sur le feu», sans mauvais jeu de mots avec ce qui s'est passé, chez un cloud provider français, hier, mais c'est bien de refaire un petit focus et de regarder un petit peu, les responsabilités. Quand on parle de cloud public, d'accord, on est sur un modèle où la responsabilité, elle est partagée et ça, c'est ultra important à le voir. Alors, quand on est sur un modèle on-prem, forcément, la responsabilité, elle est de votre côté, hein, à 100. Quand on va commencer à évoluer un petit peu dans les strates, donc la partie infrastructure, on va voir qu'une certaine partie des responsabilités est déléguée au cloud provider à ce moment-là, d'accord? Donc typiquement, la responsabilité que le data center dans lequel sont hébergées vos données soit disponible. Par contre, on va voir que toute la gestion des données, la gestion, des applications périphériques, les comptes, les identités, ça reste de votre responsabilité. Sur la partie PaaS, plateforme as a service et sur la partie SaaS, de la même manière, on va voir que la gestion de la donnée, d'accord, elle est toujours de la responsabilité du client. Donc mettre en place des backups, mettre en place des processus pour sécuriser votre donnée, c'est de votre responsabilité. Le cloud provider va vous fournir des outils, va vous aider dans cette démarche-là, mais à aucun moment il pourrait être lui, de son côté, tenu responsable d'une perte de données quelconque. Et ça, c'est vraiment très important à garder en tête. Je pense qu'encore aujourd'hui, certaines, voilà, certains clients du cloud provider français, ont des soucis parce qu'ils avaient peut-être pas pris la mesure de cette responsabilité-là, d'accord? Donc on voit sur les strates hautes, responsabilité conservée par le client complètement. Ensuite, responsabilité selon le type de service. On va voir là, on commence à avoir un dispatching, d'accord? Donc au niveau applicatif, effectivement, quand on parle de SaaS et on va dire de full manager, effectivement, c'est le cloud provider qui a la responsabilité que votre applicatif tourne bien réellement. Plus on descend dans les strates et plus effectivement, c'est Microsoft et le cloud provider qui va prendre ses responsabilités.
Donc, comme constat, le cloud public effectivement permet de s'affranchir de la sécurité, à certains volets. Alors oui, effectivement, hein, il y a certaines parties de la sécurité qui vont être prises, typiquement, les accès aux data centers, les accès aux salles serveurs et ainsi de suite, avec effectivement une garantie, plus élevée qu'un modèle on-prem traditionnel, d'accord? Alors, c'est pas pour mettre en défaut effectivement ce que vous pouvez vous, de votre côté capitaliser sur votre sécurité on-prem, réellement, mais quand on voit les niveaux d'accréditation et les niveaux de sécurité mis en place par Microsoft, typiquement, ce serait bien que l'ensemble de mes clients aient ce niveau-là sur du on-prem. Voilà. Par contre, ça couvre pas tout, effectivement, et on va voir qu'on va échanger. Il y a certains sujets et certains aspects de la sécurité qui sont pas couverts par le cloud provider, et c'est là où ça va être à vous de jouer sur ces différents sujets. Pour traiter de la sécurité dans du cloud public et dans le cloud d'Azure, forcément, il faut qu'on utilise un framework, d'accord? Donc un ensemble de bonnes pratiques, un ensemble d'outillages qui vont nous permettre et nous aider à travailler autour de la sécurité. En haut à gauche, on va voir qu'on a le cloud, Microsoft Azure, le cloud de Microsoft. Donc pour ça, on va avoir besoin effectivement d'aller capter de l'information pour pouvoir l'analyser au niveau de la sécurité, d'accord? Donc on a des SIEM mis à notre disposition comme Azure Sentinel. On a des outillages comme Azure Security Center, d'accord? Qui permettent aussi de détecter, de corriger, de modifier, d'informer autour des différentes failles de sécurité. Azure Monitor pour toute la partie supervision, d'accord? Qui va nous permettre aussi effectivement d'avoir des métriques, liées à nos différents services côté Azure. On va effectivement avoir tout un tas de services de protection, et ça, ce sont des services aussi intégrés côté Azure, d'accord? Autour de la gestion des identités, des outils qui vont nous permettre de faire des audits, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de notre maturité de la sécurité, sur notre code public. On va avoir des outillages qui nous permettent de faire de la DRP, des reprises après sinistre, d'accord? Des réponses aux incidents. On va avoir des possibilités aussi de vérifier, de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de la disponibilité de nos différents services, d'accord? On a aussi tout un tas de services autour de la conformité. Ça, c'est ultra important à garder en tête, la conformité, d'accord? Parce que, bah, c'est bien un moment de se donner des objectifs, mais c'est bien aussi de pouvoir les mesurer et de pouvoir un petit peu se référencer à des référentiels de conformité. On va avoir aussi, eh ben, la fameuse partie des 60 que je vous expliquais au début, qui va être, ben, sur la gouvernance et les bons process, d'accord? Donc il va falloir mettre en place de la gouvernance. On va mettre en place des blueprints, on va mettre en place des restrictions, on va mettre en place des politiques côté Azure qui vont nous permettre, hem, en fait, d'avoir des bonnes pratiques, tout simplement dès le début, pour pas avoir de surprises et pour pas avoir à prendre un mur dans les mois qui suivent, d'accord? Passer, d'un modèle on-prem vers un modèle cloud public, forcément, ça va apporter des nouveaux usages, des nouvelles pratiques, d'accord? On va voir qu'on bien souvent, on va pouvoir hériter de ce qu'on sait faire sur du on-prem, d'accord? Mais on aura des petites adaptations à faire, au niveau, du cloud public. Allez, on va rentrer dans notre fameux top 10, des, choses à ne pas faire pour sécuriser son cloud public, d'accord? Alors vous avez bien compris qu'en gros, c'était un peu une blague, d'accord? On va pas se focaliser, comment entre guillemets «détruire sa sécurité». Le but, c'est de prendre le constat de la déficience que moi j'ai pu constater et que vous pourriez avoir de votre côté, et surtout voir les axes d'amélioration et comment on peut corriger, ces problématiques de sécurité. Le premier, alors effectivement, cliquer plutôt que de documenter. C'est, le premier réflexe, c'est ce qu'on constate, bien souvent. Pas mal de nouveaux clients ou de nouveaux prospects ont déjà essayé, ont déjà fait un petit peu de cloud public, et forcément la première approche, bah, c'est comme tout, hein, c'est on a ouvert, la console d'Azure, on a commencé à provisionner des petites choses à l'intérieur. Donc en gros, on a fait des petits clics, on a commencé à mettre en place des choses, sans forcément effectivement, se poser les bonnes questions dès le début, et donc ne pas avoir mis de documentation en place, d'accord? Effectivement, contrairement au projet, qu'on va traiter de manière traditionnelle, effectivement, la tendance, c'est à l'exécution des services, d'accord? On teste, on y va, on essaie de créer de l'agilité à ce niveau-là. Alors attention, dans le cloud public, on ne fait pas que du développement, d'accord? Et de l'agilité. La partie infrastructure, la partie, gouvernance, elle nécessite qu'on se pose un petit peu peut-être en avant, qu'on fasse, quelques ateliers de travail en amont pour effectivement commencer à mettre en place de la documentation. Donc à minima, avant de se lancer, on va dire, tête baissée dans du cloud public, il y a quelques petits points à voir. Bah, typiquement le design de pattern, d'accord? Utiliser des blueprints. Voilà, donc en gros, c'est, des services autorisés et validés par la DSI, dans les différentes entreprises. C'est, comment,
comment on va déployer ces services, de quelle manière on va déployer ces services, comment on va les documenter, comment on va les sécuriser, quelle, gestion des droits d'accès on va mettre en place dessus et à l'intérieur, se poser vraiment toutes ces bonnes questions en amont. Une partie gouvernance aussi, forcément, la gouvernance est essentielle. Alors ça, c'est que ce soit sur du on-prem ou sur du cloud public, d'accord? Ça va être, bah, typiquement définir un mini RACI ou un RACI complet avec le qui fait quoi, d'accord? Bien souvent, effectivement, on bascule sur du cloud public, et puis on commence à avoir des interrogations. Ben, qui s'occupe des machines virtuelles? Qui s'occupe du backup de machines virtuelles? Qui s'occupe effectivement, de SQL? Qui, a la responsabilité sur les DAB, les bases de données SQL, d'accord? Donc ça, c'est le RACI qui va vous le donner et qui va le formaliser. Alors le RACI, il doit être initié dès le début. Il évolue dans le temps, d'accord? Il va évoluer suivant vos besoins aussi au niveau des services Azure, mais il est important de l'avoir dès le début, ça rassure aussi, un RACI, voilà. Aussi, il y a le processus de comment sont traitées les demandes, chez soi, d'accord? Alors, sans rentrer dans des terminologies utiles ou quoi que ce soit, ça va être aussi, la bonne méthode. C'est, est-ce que tout le monde fait n'importe quoi? Est-ce qu'il y a des hubs de centralisation? Est-ce qu'on a des canaux de demande, formalisés? Est-ce qu'on a les bonnes personnes en face? Est-ce qu'on a les bonnes personnes pour répondre aussi à nos questions? Voilà, donc ça, la gouvernance, elle est globale, hein, côté Azure. Il faut la traiter, dès le début. Il y a aussi un petit focus à avoir aussi sur l'architecture réseau et les DAT, d'accord? On a beau, partir sur du cloud public, d'accord? Et ça, c'est de mon expérience, j'ai eu rarement à opérer que du SaaS dès le début ou du serverless dès le début. On a souvent une patte d'hybridation, on a souvent effectivement encore du IaaS, du legacy qui va remonter dans Azure et forcément il va reposer sur du réseau et il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques, il y a des topologies, de réseau, des topologies hub and spoke pour pas les nommer côté Microsoft, qui vont vous permettre effectivement de formaliser un petit peu cette organisation-là et d'avoir quelque chose de propre dès le début. Alors forcément, il n'y a pas de secret, pour faire ça, il faut que les équipes soient formées et soient sensibilisées, d'accord? Alors les équipes et vous-même forcément à ces différentes notions-là, donc il faut être accompagné sur les sujets si vous n'avez pas la maturité, et commencer effectivement à définir un premier référentiel d'architecture, avant de se lancer à l'intérieur. Alors, quel est le rapport avec la sécurité là-dedans? Bah, forcément, si on part tête baissée, qu'on commence à provisionner à gauche et à droite, on ne s'est pas posé les bonnes questions au niveau de la sécurité dès le début, d'accord? Et forcément, on va créer des failles. Notre point numéro 2, adopter une politique de sécurité différente de celle de votre infra on-prem. Bah non. Pourquoi? Si vous avez déjà de la maturité, si vous avez déjà travaillé, sur, une PSSI, si vous avez déjà travaillé sur un plan de sécurisation de votre système d'information on-prem, d'accord? C'est que vous avez déjà dû capitaliser sur tout un tas de bonnes pratiques, réellement. Le but, c'est pas forcément de réécrire et de revoir, tous les points, d'accord? Mais ce sera plutôt effectivement, d'essayer, de se calquer sur ce que vous savez faire, de se calquer un petit peu sur votre existant. Alors forcément, il y aura des petites adaptations à mener. Ça va être aussi d'intégrer, le cloud public dans votre PSSI, existante, d'accord? Plutôt que d'avoir 2 PSSI totalement séparés. Alors je ne sais pas si j'ai expliqué ce qu'était une PSSI, effectivement, bah, on va dire c'est plutôt un plan de sécurisation du système d'information. C'est ce qui va vous permettre de décrire un petit peu de quelle manière vous allez sécuriser votre SI, qu'il soit on-prem ou dans le cloud global. On parle plus de on-prem, on parle plus de cloud public, on parle de cloud hybride, d'accord, de plus en plus. Donc vous avez votre cloud, privé et votre cloud public qui sont interconnectés entre eux. Pourquoi définir des, stratégies différentes au niveau de la sécurité? Globaliser, travailler sur une PCC qui est commune, d'accord, avec des adaptations effectivement pour chacune des différentes plateformes. Mais voilà, garder cette intégration intérieure. Côté Microsoft, il y a un super outil, d'accord, qui s'appelle l'Azure Cloud Adoption Framework. Donc, de toute façon, le lien et la présentation seront disponibles, hein, par la suite. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil et à vous baser sur ces bonnes pratiques-là. Cet outil-là va vous permettre effectivement de voir de quelle manière intégrer, le cloud public dans votre PSSI, d'accord? C'est ultra bien documenté, côté Microsoft. Ensuite, vous allez avoir côté Microsoft aussi et côté Azure, un vérificateur de posture, d'accord? Dans l'Azure Security Center. Alors, à un moment, vous allez mettre en place des choses, vous allez imaginer des choses à mettre en place, et vous allez déclencher ce vérificateur de posture côté Microsoft. Et il va vous donner un secure score, tout simplement. Donc, il faut imaginer ça, c'est un petit compteur, sur lequel effectivement, ben, au début, quand forcément le compteur il est plutôt bas. Le but c'est de le faire augmenter, d'accord? Et le vérificateur de posture côté Microsoft, ça va être un petit peu le garant de votre amélioration au niveau de la sécurité, côté Azure.
Le point numéro 3. Alors, pensez que l'IAM est un groupe de rap, d'accord? Pour son mauvais jeu de mots avec IAM, forcément, la gestion des identités, c'est un focus principal qu'on a à mener et qu'on a à travailler effectivement avec nos différents clients, d'accord? Le constat, il est plutôt alarmant. Alors, je ne sais pas si c'est alarmant ou pas, mais enfin, je pense que c'est ce que vous devez constater aussi de l'autre côté. On a à l'heure actuelle 81% de nos entreprises qui ont au moins un ancien employé avec un compte SaaS toujours actif, d'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus effectivement de provisioning et de déprovisioning n'a pas été documenté, n'a pas été pensé, n'a pas été automatisé, n'a pas été géré dès le début, d'accord? Ce qui est plus grave effectivement, c'est que 7% de ces comptes disposent de droits d'administrateur. Voilà, et là, ça devient un peu plus problématique, d'accord? Qui dit droit d'administrateur dit que potentiellement on peut faire des choses forcément pas maîtrisées sur Azure, d'accord, sans parler de malveillance ou de choses comme ça. C'est des portes ouvertes à des problématiques de sécurité, d'accord. Et effectivement, on a un constat aussi qui nous montre que 11% de nos comptes d'application SaaS sont inactifs, d'accord. Donc ça, c'est un constat aussi qui est pas top. Voilà, hein, c'est de se rendre compte que plus de 10% entre guillemets des comptes qui sont provisionnés dans une application n'existent plus ou n'ont pas vocation à être là réellement. Alors, comment on s'améliore sur la partie IAM, d'accord? Alors côté Azure, on a une gouvernance des identités. On peut travailler sur la gouvernance des identités. Newcomer, voilà, vous les appelez comme vous voulez, donc provisioning, déprovisioning des comptes. Il faut que ce soit documenté, il faut que ce soit suivi, il faut que ce soit piloté au jour le jour, réellement. La meilleure des choses, c'est de l'automatiser, hein, réellement, c'est d'avoir des formulaires de provisioning avec des rappels dessus et puis des dates de péremption des comptes à l'intérieur. Des processus qui permettent de supprimer, déprovisionner des comptes aussi utilisateurs à la volée. Donc l'automatisation sera votre ami et votre allié sur ce sujet-là. Forcément, accorder des bons accès aux bonnes personnes, d'accord. Donc utiliser le RBAC d'Azure, donc le Role Based Access Control côté Microsoft Azure, d'accord, qui va permettre d'avoir une granularité relativement fine sur les droits associés. Moi, je suis plutôt partisan du zéro trust hein, à ce niveau-là, et on ouvre le minimum. On va voir qu'on a des outils qui vont nous permettre effectivement de ensuite grappiller quelques droits supplémentaires de manière temporaire, donc ça peut être pas mal. Mais effectivement, travailler sur le airbag de manière fine, ça peut être lié aussi avec le RACI, hein, c'est pas deux choses qui sont décorrélées, mais le airbag est essentiel. Alors appliquer la même hygiène de sécurité que votre AD. Là, je pars du constat que vous avez une très bonne hygiène de gestion de votre Active Directory, de votre annuaire on-prem, d'accord. Et si c'est le cas, oui, il faut faire la même chose dans du cloud public. Si c'est pas le cas, voilà, vous avez deux axes d'amélioration à apporter. Limiter les comptes d'admin, d'accord, best practice, forcément, moins on a de comptes d'admin, moins on s'expose à des risques et des failles de sécurité. Proscrire les comptes génériques, forcément, d'accord. Donc ça, c'est des pratiques qu'on a eues pendant des années et qu'on a travaillé pendant des années côté on-prem. Non, voilà, moins on a de comptes génériques, mieux c'est, et plus on va garder le contrôle sur ces identités. Côté les petits plus apportés par Microsoft, donc forcément, on a un Identity Governance Guide, d'accord? Donc qui va vous permettre, pareil, de vous décrire et de vous aider dans la gestion de vos identités, alors orienté effectivement, Azure, orienté Active Directory, côté Microsoft. Allez le consulter, c'est relativement bien documenté. C'est une mine d'informations, et de bonnes pratiques, à adopter. Côté métrique, d'accord, parce que pareil, hein, c'est bien beau d'avoir mis en place de la gestion de sa sécurité, il faut pouvoir aussi, pareil, la mesurer, hein, donc l'Azure Security Center et l'Azure Identity Score. Tout à l'heure, on regardait un petit peu le score de sécurité générale, le score voilà, de posture que vous pouvez avoir. On a aussi un score qui est basé effectivement que sur la gestion des identités et savoir si vous êtes clean ou pas au niveau de la gestion des droits utilisateurs sur votre tenante Microsoft Azure. Alors, le point numéro 4, ne pas sécuriser une notification possible depuis Internet. Alors oui, on se repositionne, on est sur du cloud public, d'accord. Alors qui dit cloud public, ne dit pas forcément que tout est public, mais vous avez un annuaire qui est disponible, effectivement,
Azure Active Directory, d'accord? Et c'est un annuaire qui est disponible, via internet, d'accord? Parce qu'il va vous permettre de vous identifier sur Office 365, sur Dynamics CRM ou sur des applications, dans lesquelles vous aurez délégué la gestion de vos identités à cet annuaire. Donc, c'est comme une porte d'entrée, de votre data center, hein, réellement à un moment. Il faut avoir une bonne stratégie, et pas que de mot de passe, d'accord? Il y a plein d'autres choses à voir, à l'intérieur. La bonne pratique effectivement, c'est, la mise en place du MFA. Le MFA, donc Multi-Factor Authentication, c'est juste essentiel maintenant, c'est important, c'est mandatory, j'allais dire. Clairement, quand vous utilisez, de l'Azure Active Directory et surtout pour accéder à la plateforme Azure, à la plateforme cloud réellement. Parce qu'en fait, quand on va accéder à la plateforme cloud, on va avoir des choses à faire. Et si on ne sécurise pas déjà la porte du château, c'est compliqué. Le constat, qui est assez alarmant aussi, c'est que seulement 10 de nos clients utilisent le MFA sur les comptes disposant de droits avancés. D'accord? On ne parle même pas d'admin ou des choses comme ça, c'est vraiment des droits avancés. Et là, c'est relativement, flippant parce que, c'est un service en fait, le MFA, qui est gratuit, tout simplement côté Azure pour les comptes d'admin, d'accord? Donc il suffit juste d'aller l'activer à l'intérieur. Alors effectivement, j'entends souvent dire: «Oui, mais le MFA c'est contraignant». Alors oui, ça peut être contraignant à un moment parce que, forcément à un moment on n'a pas juste à cliquer sur un bouton et enregistrer son mot de passe. On a une deuxième chose, ça peut être une clé FIDO, ça peut être, une application sur un smartphone, d'accord? C'est comme ça, il faut le mettre en place. Voilà, les comptes d'admin, mettez du MFA, mettez du MFA, mettez du MFA, c'est gratuit en plus sur les comptes d'admin. Alors après, effectivement, on peut élargir le déploiement du MFA à d'autres comptes, d'accord, à des comptes à moindre droit et ainsi de suite. Donc là, effectivement, il faut aller regarder un petit peu du côté, d'identity protection, voilà, du privilege identity management, donc tout ce qui va être PIM, pour renforcer un petit peu tout ça. Juste un petit focus sur PIM. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement, du zero trust, donc d'avoir un droit minimum au niveau des utilisateurs. Et il peut arriver qu'à des moments, on ait besoin d'upgrader on va dire les droits d'un utilisateur. Ce qui se passe bien souvent et dans l'ancien monde, c'est que, du coup, on va le rajouter un groupe d'administrateurs, d'accord? Et puis on va oublier qu'il est dedans. PIM va vous permettre en fait de donner, à un moment, d'octroyer un droit sur un service spécifique d'Azure à une personne donnée pendant un temps donné, tout simplement. Et donc du coup, vous êtes sûr que pendant ce temps donné-là, effectivement, la personne va avoir les droits, va pouvoir faire son action. Mais vous êtes sûr surtout que la personne quelques heures après, va redescendre à son droit initial, d'accord? Et vous n'avez pas à vous préoccuper, du fait tout simplement que, il est ou pas présent dans un groupe, d'administrateurs. Notre point numéro 5, garder les configurations par défaut. Alors là, il y a de quoi dire, réellement. Hem, alors, on va parler effectivement, là, on parle du cloud de Microsoft, mais c'est pour tous les cloud providers pareil, d'accord? Quand on provisionne une machine virtuelle, dans Azure, par défaut et qu'on n'a pas mis en place d'interconnexion, de VPN ou de sécurité, pour accéder à cette machine virtuelle, il faut bien y accéder, d'accord? À un moment, la machine, elle est provisionnée dans le portail, il faut qu'on y accède. La première des choses qui est disponible sur la machine, en fait, c'est une IP publique, tout simplement. Donc la machine, votre serveur Windows, votre serveur Linux, à un moment, pour prendre la main dessus, il faut qu'il soit exposé, réellement. Hem, c'est pas une bonne pratique. Voilà, hein, c'est vraiment pas la bonne manière de faire. Il faut d'abord avoir réfléchi, il faut supprimer ces habitudes-là de mettre, des IP publics sur les machines virtuelles, d'accord. D'expérience et pour avoir fait le Mumuse, il y a quelques jours encore avec ça, provisionner, serveur Linux ou provisionner un serveur, Windows Server sur Azure, je vous donne pas 10 minutes pour que votre machine se fasse brute forcer. Voilà, réellement. Et là, Azure Security Center, à un moment, vous protège, hein, il y a pas de souci, vous remonte l'information, mais c'est 10 minutes maximum. Voilà, donc mettre une IP publique, non, réellement. Hop. Puis il y a d'autres problématiques aussi, par défaut. Si vous vous rappelez, le premier tableau au niveau de la responsabilité, tout à l'heure, il y avait la responsabilité des données, mais il y a aussi la responsabilité du système d'exploitation sur les machines virtuelles. Et ça, c'est important à garder en tête. Microsoft va vous garantir effectivement que votre machine virtuelle, elle tourne, d'accord? Qu'elle tourne sur ses racks, elle tourne sur ses bâtiments. Par contre, ce qui va se passer à l'intérieur, au niveau de votre système d'exploitation, que ce soit du Linux ou du Windows, Microsoft n'a pas de regard dessus et surtout n'a pas de responsabilité, d'accord? Donc typiquement, le patching de vos OS, il est de votre responsabilité et si vous faites rien, par défaut, votre patching, il n'est pas réalisé, d'accord? Alors on a des outils effectivement qui permettent de gérer le patching automatique.
Bien souvent, dans un process d'entreprise, on va utiliser des outils tierces pour le faire, hein, voilà, ça peut être du SSM ou SUS. Bah, Microsoft, lui, oui, il propose aussi, des outils qu'on va décrire après, pour patcher vos machines virtuelles. Et forcément, le chiffrement des volumes. Alors, by défaut, Microsoft va vous dire qu'effectivement les volumes sont chiffrés dans leur data center, ce qui est plutôt rassurant. Par contre, rien ne vous empêche d'amener vous-même vos propres clés de chiffrement, côté Microsoft Azure, d'accord? Et de chiffrer vos volumes avec vos propres clés de chiffrement. C'est important. Donc en gros, les best practices, ça va être, première chose, retirer les IP publics de vos VM. C'est essentiel, c'est important. Pour remplacer la zone d'exposition, bah, utilisez un firewall, d'accord, ou un WAF applicatif, pour pouvoir, bah, exposer vos différents services. Le but quand même d'Azure, c'est quand même d'héberger les applications et de les exposer. Mettre en place de l'update management. Ça aussi, bah, c'est super important, d'accord? Il faut que vos OS soient patchés, soient up to date, d'accord? J'ai pas besoin de vous rappeler, et puis, enfin, il suffit, d'ouvrir votre LinkedIn le matin pour constater effectivement qu'il y a beaucoup, beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Ben, le patching, c'est, la première porte entre guillemets à fermer pour sécuriser vos machines virtuelles. Utiliser des images d'OS up to date, forcément, voilà, le plus voir de Windows 2013 qui tourne sur Azure ou des vieilles distribs Linux. Non, essayez dans la majorité ou dans le plus de temps possible d'utiliser effectivement des OS up to date. Mettre en place une politique de backup, oui, oui, oui et oui. Voilà, enfin, le constat avec, la destruction de la data center hier, c'est que, ben, il y a certaines personnes qui se sont rendues compte que, bah, que seulement hier, que, ben, les backups, fallait les mettre en place réellement, voilà. À un moment, la persistance et la résilience de votre donnée, elle est de votre responsabilité, hein, vous vous rappelez, la donnée est de votre côté. Donc mettre en place des backups, donc soit avec des outils natifs Microsoft, soit avec des outils tierces, d'accord, mais backuper, vos infrastructures, backuper vos bases de données, backuper vos comptes de stockage, backuper vos machines virtuelles, c'est essentiel. Chiffrer ces volumes forcément et bah, déployer effectivement des solutions antivirus, anti-malware, sur vos différents systèmes d'exploitation, d'accord? Donc ça peut être effectivement de l'Azure, Defender ATP ou des solutions tierces, des EDR. Mais il faut verrouiller vos machines virtuelles. L'OS est de votre responsabilité, réellement. Alors, les petits plus, effectivement, il y a l'infrastructure as code, hein, d'accord, et toute la partie YAC avec des templates ARM. Pourquoi? Parce que du coup, utiliser un template, ça va nécessiter effectivement de le détailler, de détailler qu'est-ce qu'on va mettre en place et de se poser les bonnes questions au niveau de la sécurité et de la gestion de l'OS, d'accord? Et ben, le prendre et prendre cette problématique de la sécurité et de l'update management dès le début dans vos templates, ça veut dire que par la suite, quand vous allez reproduire vos différents déploiements et vos différentes infrastructures, les bonnes pratiques, elles seront répercutées et vous les oublierez pas, tout simplement. Faire les choses à la main, ou basées sur une documentation, Word par exemple, ça c'est limite. La seule limite qu'il y a, bah, c'est l'être humain et l'être humain, bah, il est perfectible des fois et il peut se tromper, voilà réellement. Donc le YAC et les templates ARM, d'accord, donc la partie ARM, c'est la partie native, d'infrastructure as code côté Microsoft, pour vous permettre effectivement de reproduire et de fiabiliser tout ça. Et effectivement, pour aller plus loin, bah, utilisez les recommandations d'Azure Security Center, d'accord? Donc Azure Security Center, en plus de vous donner un secure score, en fait, il va vous remonter tout un tas de best practices. Donc il passe, tous les jours sur vos infrastructures, Azure. Il va jeter un coup d'œil, il va vous dire: «Attention, là, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, vous avez une machine virtuelle, qui a une IP publique. Là, c'est pas bien», voilà. Ou «Attention, le chiffrement de votre volume, il n'a pas été activé», d'accord? Comme on peut retrouver sur la petite image ici, voilà. Donc apprendre, voilà, pas apprendre avec des pincettes, hein, c'est réellement il faut s'y intéresser à ces remontées d'informations, parce que c'est des axes d'amélioration au niveau de la sécurité. Ne pas vérifier l'exposition de ses services. Alors ouais, effectivement, on parle aussi de code public, on parle effectivement de services qui sont, des services SaaS ou des services PaaS, qui ont effectivement des pattes vers l'extérieur. Alors, certains services, effectivement, utilisent nativement des points de terminaison, ce qu'on va appeler, donc c'est des points d'accès, hein, tout simplement, qui sont publics et donc sont accessibles de l'extérieur. Alors, on va parler par exemple de MySQL, des storage accounts, d'accord, la gestion de vos API. Donc forcément, il y a un moment, il y a des choses qui sont publiées sur internet. Bah, les présenter comme ça, telles quelles sur internet, sans mettre de restrictions d'IP, sans mettre de filtres, sans mettre de WAF et ainsi de suite, forcément ça va créer des risques à un moment, mais ça, vous le savez déjà. Donc, au niveau des bonnes pratiques, effectivement, filtrer les IP et limiter les ports exposés. Alors, c'est pas suffisant, d'accord? On sait très bien et on sait très bien usurper des adresses IP. C'est une 1 étape, déjà, c'est déjà pas trop mal, mais c'est pas suffisant. Donc, si un service n'a pas de vocation à être exposé publiquement, et ben, alors, on lui met un point de terminaison privé, d'accord? Donc, au lieu de lui mettre une branche sur l'extérieur, on lui coupe cette branche-là,
On lui crée une branche sur le sur la partie «interne» entre guillemets d'Azure et on y accède via son interconnexion, son VPN ou ainsi de suite, d'accord? Ça, c'est une bonne pratique. Utiliser la segmentation au niveau des réseaux et des NSG. Alors, on va parler de segmentation applicative, effectivement, qui peuvent être reportées sur une segmentation technique. Donc, segmentation, effectivement, au niveau du réseau. Côté Azure, on l'a fait de manière relativement simple, d'accord. On a les NSG, donc Network Security Group. Pour schématiser un NSG, c'est quoi? C'est système d'ouverture et de fermeture de port, d'accord, au sein même d'un même virtual network. Donc, on peut très bien avoir trois machines virtuelles qui soient au même niveau, mais qui ne communiquent ensemble que sur un seul port et un seul port bien dédié. On peut aussi utiliser, une topologie réseau sécurisante. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, et ça a dû être imaginé dès le début. Par exemple, une topologie hub and spoke dans lequel effectivement on va définir un hub de transit dans lequel on va mettre nos intercos, un spoke pour l'application A, un deuxième spoke pour l'application B, un troisième spoke pour l'application C, d'accord? Avec ces différents, entre guillemets, «satellites» qui ne communiquent pas ensemble, d'accord? Donc du coup, on va créer une première isolation au niveau applicatif, mais qui peuvent potentiellement communiquer effectivement avec le hub d'interconnexion et qui vont permettre de vous prendre la main, si vous avez les bons droits sur les bonnes applications. Ensuite, effectivement, on a, utiliser un WAF, hein. Typiquement, on a un service côté Azure qui s'appelle App Gateway, qui est un WAF, applicatif en mode SaaS, d'accord? C'est du layer 7. Donc il fait du load balancing, il fait de la protection, de vos différents services. Donc ça peut être des services applicatifs web, par exemple, d'accord? Ça peut être des services de containerisation que vous exposez. Là, vous mettez entre guillemets un filtre entre internet et votre application, qui va vous protéger, des différentes attaques, d'accord? Les plus, privilégiez toujours une approche zéro trust, d'accord? C'est essentiel, d'accord? C'est on ferme tout, on cloisonne tout et on ouvre granulairement. Au moins sur les environnements de production, c'est essentiel. Donc pour aller plus loin, je vous propose effectivement après d'aller jeter un petit coup d'œil sur la partie App Gateway qui est plutôt pas mal. La partie Azure Firewall, qui est donc aussi pareil un firewall en mode SaaS côté Microsoft Azure. Donc vous n'avez pas d'infrastructure à gérer, vous n'avez pas d'appliance à gérer par derrière, c'est géré directement dans le portail d'Azure. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de déployer des appliances, hein, côté Microsoft Azure, pas les nommer, ça peut être du Palo Alto, du Forti, voilà, il y a aucun souci à ce niveau-là, ça va dépendre de vos affinités. Et forcément, aller regarder un petit peu au niveau des best practices, au niveau des réseaux Microsoft, c'est relativement bien documenté et vous allez apprendre plein de choses sur ce sujet-là. Le point numéro 7, ne pas patcher, forcément, donc utiliser des ressources cloud, voilà, ça vous dispense pas des mises à jour, hein, donc là, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais je préfère faire un focus dessus. Les mises à jour, c'est essentiel, le patching, d'accord? Alors là, sur le coup, effectivement, ça peut être plus simple dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'on a un outil, dans Azure Automation, qui va nous permettre effectivement d'updater nos différents OS. Et je dis bien différents OS, parce qu'il est capable de prendre en considération, Linux et Windows, voilà, dans le même, centre de gestion des mises à jour. Donc ce qui est plutôt sympa, là où, vous pouviez à l'époque démultiplier des outils ou payer relativement cher des outils de management. D'un côté Azure, ils ont tout simplifié. On peut gérer les séquences de mise à jour, on peut gérer, des process, avant la mise à jour, après la mise à jour, des séquences d'arrêt et ainsi de suite. Donc c'est plutôt sympa. Le coût est très intéressant effectivement parce qu'on est basé sur Azure Automation et on paye au déclenchement en fait, hein. Donc c'est relativement peu cher. C'est vraiment à garder en tête, et surtout à mettre en place. Voilà. Forcément, la mise à jour des logiciels qui sont embarqués sur vos OS, est super importante aussi, hein, que ce soit vos blogs WordPress, que ce soit, vos applicatifs, voilà. Pareil, hein, tenez-les up to date. Donc, côté Azure, on a un seul outil, une seule interface, un coût très faible et une gestion native des OS non Microsoft. Ce qui est pas ce qui est plutôt sympa, là, on peut le voir sur la petite copie d'écran, d'accord? On a effectivement de la machine Windows, on a de la machine Linux à l'intérieur, sur le même dashboard de pilotage des mises à jour. Pour aller plus loin, effectivement, on peut mettre aussi du Defender en place, dessus, de l'update management, en gros et puis utiliser DevOps, forcément, utiliser DevOps dans tout ce que vous faites. Hem, Coder vos infrastructures, réellement, comme ça on redéploie toujours de la même manière et c'est plutôt propre et intégrer cette partie effectivement mise à jour et update management directement dans vos templates de déploiement. Le point numéro 8, ne pas utiliser des services intégrés de sécurité. Alors
Bah oui, comme je vous disais tout à l'heure, le cloud public effectivement vous offre un peu plus de «sécurité» entre guillemets, que ce que vous pourrez peut-être des fois avoir sur du on-prem, mais pas tout. Donc effectivement, on a des services intégrés côté Microsoft et côté Azure, qui permettent de renforcer, qui permettent de sécuriser, et d'avoir une vraie posture, autour de la cybersec dans du cloud public. Donc en gros, hop, on a un outil, un seul et même outil qui s'appelle Azure Security Center, d'accord? Hem, qui est, un service intégré full dans Azure, d'accord? C'est une page bien spécifique. Quand vous le déclenchez, il est capable de couvrir quasiment l'ensemble de vos ressources Azure à l'intérieur, et de vous remonter, bah, tout un tas d'informations, qu'elles soient autour des vulnérabilités, donc on va avoir effectivement, des détections d'anomalies, on va avoir du threat intelligence, d'accord, autour de ça. On va avoir des patterns de sécurité à respecter dans Azure Security Center. Vous allez pouvoir, gérer votre secure score à l'intérieur. Vous allez avoir des outils aussi de détection proactif. Vous allez avoir aussi, des outils d'investigation. Parce que alors, effectivement, bah, ça peut arriver, hein, on se fait attaquer, on se fait brute forcer. Ce qui est important, bah, c'est de le savoir, c'est de le détecter, de savoir se protéger, donc de cloisonner très rapidement. Puis ensuite, ça va être, bah, d'investiguer, de regarder un petit peu, à l'intérieur, bah, pourquoi c'est arrivé, de où c'est arrivé, comment c'est arrivé. Et là, Azure Security Center, effectivement, bah, vous apporte, entre guillemets, la toolbox et tous les outillages qui vont bien pour sécuriser tout ça. Le Secure Score, hein, pour, toujours vous comparer et regarder un petit peu ce qu'il y a. La partie effectivement compliance, donc tout ce qui est regulatory compliance, d'accord? C'est très bien ça aussi. Alors en gros, Microsoft est parti du principe qu'ils listent un certain nombre de normes, d'accord? Il y a des normes ISO, il y a des standards au niveau de la sécurité qui sont listés côté Azure. Si on déclenche la compliance, d'accord, la première des choses, c'est qu'en fait Microsoft va comparer votre infrastructure et ce que vous avez mis en place dans Azure avec ses standards. Donc ça peut comparer avec de l'ISO par exemple, et vous allez savoir exactement si vous êtes ou pas compliance. Donc si demain vous êtes ISO, chez vous et que vous avez la normalisation ISO, vous déclenchez la Regularity Compliance côté Microsoft Azure, d'accord? Et vous allez avoir la mesure de suite. Voilà, hein. Hop, hop. Ah, j'ai une petite question, hop, tac, 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 et que sans process, là, c'est bah oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais. Donc la régularité compliance, effectivement, elle va effectivement vous permettre de vous mesurer et de contrôler un petit peu tout ça. C'est réellement, des outils qui sont super sympas. La regularity compliance, elle peut aller plus loin puisqu'ensuite elle peut aussi, imposer des règles à votre infrastructure Azure et réellement, et donc du coup, mettre en place des verrous, à des moments T parce que, bah, vous êtes une normalisation ISO, d'accord? Et mettre en place les verrous, directement en cliquant sur un simple bouton côté Azure. Ensuite, on a effectivement l'automatisation des réponses. Alors, je vous parlais tout à l'heure effectivement de détection, des attaques, effectivement de cloisonnement. Alors, la détection des attaques, c'est une première étape. Ensuite, il faut répondre à ces attaques-là. Il faut, définir effectivement de quelle manière on va répondre à ces attaques. Alors bien souvent, la 1re réponse, c'est de dire: «Bah, je ferme l'accès», d'accord. Alors c'est une réponse effectivement. Il y a peut-être d'autres manières aussi de faire, c'est, bah, comment protéger l'intégralité de mon infrastructure? Est-ce que je cloisonne qu'une application en tant que telle, d'accord? Est-ce que je cloisonne qu'une machine virtuelle? Bah, tout ça, côté, cloud de Microsoft, via des workbooks, on peut effectivement, ben, le penser, l'imaginer, et créer en fait des templates qui vont se déployer automatiquement sur certaines formes d'attaques, certaines topologies d'attaques, réellement. Donc si demain, par exemple, vous avez une brute force sur un serveur et qu'effectivement, vous pensez qu'au bout d'1 heure de brute forçage, d'accord, il y a potentiellement une faille et que Azure Security Center a détecté que la personne était rentrée, eh bien, on va à l'intérieur de Workbook, décrire exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc ça va être effectivement, la première des choses, ça va être informer les bonnes personnes, envoyer un mail, envoyer des SMS. On va pouvoir effectivement mettre des actions, curatives, correctives très rapides en cloisonnant les différents virtual networks, en éteignant la machine virtuelle par exemple, ainsi de suite. Voilà, donc ça, l'outillage au niveau des workbooks, hop, vous permet de répondre aux différentes attaques. Donc piloter et suivre votre posture de sécurité avec le Secure Score, d'accord? Donc vous imaginez bien que la gouvernance et la sécurité, c'est pas un travail one shot, c'est pas quelque chose qu'on fait, d'un coup, d'accord? On l'anticipe, on l'imagine, on le pense dès le début. Par contre, c'est, au jour le jour entre guillemets, qu'il faut le suivre et qu'il faut le faire évoluer. Donc, les outillages comme le Secure Score vous permettent de voir votre progression, d'accord? Après effectivement la documentation et des réunions en interne permettent aussi d'avoir un cercle vertueux, d'amélioration.
Pour aller plus loin, vous avez effectivement Azure Defender, donc toute la partie EDR côté Microsoft qui permet effectivement, bah, de vous protéger aussi sur la propagation de malware. Du Just in Time Access, d'accord? Just in Time Access côté Azure, ça permet de donner, à un moment, à une personne, le droit d'accéder à une machine virtuelle, pendant une certaine durée de temps, d'accord? Tout à l'heure, je vous parlais d'octroyer des droits de manière temporaire. Bah, là, on octroie des droits d'accès à une machine virtuelle de manière temporaire. Donc accéder à une machine via SSH, d'accord, pendant, 30 minutes à une personne, à une IP donnée et au bout des 30 minutes, le port est fermé et la personne n'y accède plus, d'accord? Le point numéro 9, ne pas exploiter ses logs. Alors, on est tous conscients effectivement que, nos applications, nos data centers, nos différentes infrastructures crachent tout un tas d'informations. Donc ça va être des informations basées sur les OS, des informations basées sur sur des applications, d'accord? Toutes ces informations-là, c'est une masse monstrueuse. Et ben, à l'heure actuelle, seulement 10 de nos clients intègrent ces informations-là qui sont ultra importantes au niveau des identités, au niveau des applications, au niveau des accès, dans leur SIEM, d'accord? S'ils ont un SIEM, c'est même pas le cas des fois, voilà, donc des fois, il y a même pas de logiciel entre guillemets «de gestion de la sécurité globale». Par contre, ce qui est plutôt rassurant, c'est que, 35 ont prévu de le faire et les gens sont conscients effectivement que, les logs, ça va être c'est un petit peu le pétrole qu'il faut raffiner pour être, certain, de ne pas passer à côté d'erreurs ou de failles de sécurité. Donc une première étape effectivement, c'est de mettre en place Azure Monitor et Security Center. Pourquoi? Parce que ce sont, des données qui sont analysées par Microsoft sur des services Microsoft, d'accord? Et ça entre guillemets, bah, c'est relativement simple à mettre en place et là vous êtes sûr que votre infrastructure Azure, elle est sécurisée et analysée par des outils Microsoft. Ensuite, on peut consolider tout ça dans un SIEM, d'accord? Le SIEM, c'est quoi? Bah, lui, c'est un outil qui va centraliser tous vos logs et pas forcément que les logs issus d'Azure. Donc ça va être des logs aussi issus de votre infrastructure on-prem, de vos applicatifs on-prem à l'intérieur et lui, il va permettre de faire effectivement la corrélation de tout ça et de contrôler. S'il y a un moment, effectivement, il y a une personne qui accède à une application, de New York et que 5 minutes, elle y accède, après elle y accède de Tokyo, peut-être qu'il y a une corruption de compte. Voilà, on a ce qu'on appelle un impossible traveler, d'accord? Donc c'est juste pas possible que cette personne-là soit connectée à 2 endroits au même moment, d'accord? Bah, ça, le SIEM, il va le voir. Il va le voir parce qu'il va voir que dans le log applicatif de connexion de votre application et que les logs, côté Azure Active Directory, sont pas corrélés. Voilà, donc le SIEM, il permet de faire ça aussi. Ensuite, on a une contextualisation avec des playbooks, donc prêts à l'emploi et adaptés au contexte cloud. D'accord, les playbooks, c'est un petit peu les workbooks que je vous donnais tout à l'heure. C'est effectivement c'est les actions. C'est qu'est-ce qui va être mis en place dès le début. Donc les playbooks, ils sont gérés de manière soit automatique, soit manuelle, d'accord, mais ils vont permettre d'apporter une réponse technique à une faille de sécurité. Et forcément, bah, la mise en place d'alertes pertinentes, d'accord? On le sait pertinemment tous aussi pour me répéter, que quand il y a trop d'alertes, quand il y a trop de choses et que les métriques sont mal réglées, d'accord? On a l'effet un peu sapin de Noël, ça clignote dans tous les sens, on reçoit beaucoup de mails et bien à la fin on ne les lit plus. Donc les alertes pertinentes et se poser un petit peu, en amont pour voir qu'est-ce qui peut être pertinent ou pas, bah, c'est important. Alors oui, Azure Monitor peut vous, prévenir par SMS, d'accord, bah, ouais, il y a du mail, il y a des choses. On peut aussi faire du push sur des applications comme Slack, hein, par exemple, avec des webhooks, donc ça marche très, très bien. Pour aller plus loin, utiliser un SIEM, bah, ouais, Cloud Aware, comme Azure Sentinel, par exemple, en complément. Azure Sentinel, vous pouvez l'essayer sur la partie Office 365 déjà, regardez un petit peu ce que ça donne. Il est bien documenté et vous allez voir effectivement que c'est un super outil, pour la gestion et la centralisation de votre sécurité, qu'elle soit on-prem ou dans du cloud. Le dernier point, et qui n'est pas des moindres, forcément, bah, c'est de pas faire de veille et d'amélioration continue. Je vous disais tout à l'heure, hein, je parlais de cercle vertueux forcément. Hem, on a un outil, entre les mains, du cloud public, donc Azure, qui évolue chaque semaine, d'accord? Donc chaque semaine, on a des nouveaux services qui sortent, des nouvelles solutions à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que les services actuels sont remis en cause, hein, mais c'est des nouveautés, voilà. Vous allez avoir des usages qui changent aussi chez vous. Vous allez avoir des nouvelles demandes, des nouveaux besoins, d'accord, forcément. Si vous les prenez pas en considération, dans votre assise, si vous les prenez pas en considération dans vos règles de nommage, si vous les prenez pas en considération dans votre posture de sécurité, forcément vous allez, vous exposer à de nouvelles attaques, des nouvelles topologies de failles de sécurité, d'accord? Alors ça, pour ça, effectivement, il faut se maintenir informé de manière récurrente. Alors c'est appliqué, la veille, hein, forcément, ou la faire appliquer par un prestataire, pour vous, d'accord, qui connaît votre contexte.
Intégrer un service de veille sur les nouveautés. Ouais, c'est important. C'est réellement important, avant, de entre guillemets «mettre en production un service», c'est de le tester, vraiment et voilà et de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter. Il y a souvent des services qui sortent et des nouveaux services qui vont apporter, une réelle réponse à des problématiques que vous êtes posées, sur lesquelles vous avez essayé à des moments d'apporter des solutions vous-même et que vous n'avez pas eu les réponses. Ben, voilà, le cloud providers sont là pour vous apporter ces solutions. Et puis forcément anticiper les changements et les intégrer dans votre roadmap, d'accord? C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, donc c'est pareil, hein, c'est, dans vos plans d'amélioration, les prendre en considération. Alors forcément, de notre côté, côté Med6, on a des bulletins d'information au niveau de la sécurité, au niveau des nouveautés Azure, donc bah, abonnez-vous, pour avoir ces choses-là. Allez sur LinkedIn, voilà, vous pouvez suivre mon compte par exemple, sans faire de pub, mais voilà, c'est une bonne source d'information et forcément, abonnez-vous au service de diffusion des nouveautés, hein, côté Microsoft, Azure pour avoir ça. Alors je vois qu'il y a des petites questions, hop, je finis mon petit slide et puis comme ça je regarde et puis on prend un peu de temps pour y répondre, d'accord? Pour aller plus loin, hop, quelques quick wins, que je vous disais tout à l'heure, la sécurité du cloud public, c'est 40 de technique, 60 de gouvernance et de process. Il faut en être conscient, réellement, qu'il n'y a pas que la réponse technique qui va apporter des solutions, il y aura forcément un moment à se poser autour d'une table. Pour aller plus loin en fait, ça va dépendre de votre avancement et de votre degré de maturité. Réellement, si vous vous lancez, dans l'aventure du cloud public, d'accord, faites un assessment côté Microsoft. Voilà, Microsoft accompagne beaucoup de partenaires sur ces sujets-là. Nous, on peut vous accompagner sur ces sujets-là. C'est en gros, on prend en considération ce que vous avez chez vous, d'accord, et on fait une première projection, sur, qu'est-ce que pourrait être, le cloud public, dans votre société, en prenant en considération forcément la sécurité à l'intérieur. Si vous avez déjà démarré, que vous vous êtes lancé un petit peu, la tête dans le guidon dans du cloud public, c'est que vous avez peut-être forcément des failles. Donc faites des pen tests, forcément et réalisez des audits de sécurité. Il y a des outils côté Microsoft qui permettent de le faire. Voilà. Sachez où vous en êtes à un moment T. Et si vous êtes déjà mature, eh ben, utilisez des services additionnels. Un SOC, par exemple, voilà, un service managé au niveau de la sécurité. On sait pertinemment que tout le monde ne sait pas tout faire et que vous n'êtes pas forcément tous équipés aussi pour la gestion de la sécurité. Il y a des sociétés qui sont capables de vous opérer votre gestion de la sécurité. Mettez en place du service managé. Faites confiance aux gens qui savent, en fait, voilà, réellement, voilà, et prenez le temps aussi, vous, de monter en compétences pour savoir un petit peu tout ça. Voilà, alors merci déjà de m'avoir écouté. J'espère que ça a été, que cette session a été un peu intéressante.